et bien maintenant nous allons voir le contenu donc de ce rapport. Alors, ce rapport comprend, comme tous les supports écrits, une introduction. Donc, son objectif, forcément, il est d'introduire le rapport. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'intérieur, je vais, dans un premier temps, rappeler les circonstances qui justifient l'existence du rapport. Donc, regardez le rapport que je vous ai fourni en annexe. Vous voyez que le premier paragraphe, donc, présente la problématique et on rappelle un petit peu les circonstances. Alors, rappeler les circonstances, ça peut être exprimé sous la façon suivante. C'est vous m'avez demandé d'étudier le problème des impayés. Voyez, ça c'est le type de phrase bateau que l'on peut utiliser. Donc, on rappelle les circonstances de l'étude qui justifient donc l'existence de ce rapport. Il faudra ensuite déterminer l'objectif du rapport. Donc, l'objectif, c'est toujours de proposer des solutions. Et puis, son intérêt pour l'entreprise. Donc, grâce à ce rapport, eh bien, on va pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. On présentera aussi, donc, dans son introduction, sa démarche et ses sources. Donc, quand on va dire sa démarche, c'est-à-dire j'ai réalisé des entretiens avec les collaborateurs, j'ai recherché de l'information sur Internet, par exemple, ou dans la presse professionnelle. Et puis ensuite, comme toute introduction, on va annoncer le plan. Donc, je rappelle les circonstances. Je détermine mon objectif et son intérêt pour l'entreprise, j'annonce ma démarche et mes sources, et puis surtout, j'annonce mon plan. Alors, dans le développement, qui est la partie la plus importante donc, de votre rapport, c'est le corps de votre rapport, il va falloir dégager 3 parties. Dans la première partie, je décris donc la situation actuelle. Donc, je vais dire, on va regarder peut-être, ce sera le plus simple, l'exemple que je vous ai fourni en annexe. Donc, dans la première partie, je décris le problème que je rencontre, donc le problème des délais. Alors, cette partie-là peut se réaliser, donc forcément, c'est du texte rédigé. Maintenant, on peut utiliser donc des tableaux, des schémas. On peut aussi reprendre ce qui a été dit lors d'entretiens. On peut faire un état des lieux sous la forme de résultats d'un questionnaire. Tout ça, ce sont des possibilités qu'il faut utiliser en fonction des circonstances. En tout cas, dans l'introduction, j'ai annoncé le contenu de mon dossier. Dans la première partie de mon développement, je décris la situation actuelle. Aujourd'hui, nous faisons comme cela. D'accord ? Donc ça, c'est la partie la plus simple. La deuxième partie, c'est ce que l'on appelle l'analyse de l'existant. Donc, dans la partie précédente, j'ai décrit ce qui se passe. Dans cette partie-là, je vais dire qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne mal. D'accord ? Donc, on a un regard critique sur notre fonctionnement actuel. On va commencer toujours par les points forts. Pourquoi ? Parce que c'est toujours. N'oubliez pas que c'est un document qui est rédigé à l'attention donc de sa hiérarchie. Donc il y a un côté un peu politique dans sa démarche, c'est-à-dire que on va pas dire à son chef d'entreprise que le système fonctionne très mal, etc. On va commencer par lui faire plaisir en lui présentant donc les points forts de son travail. Ensuite, donc, on va décrire les points faibles. Alors, pour cela, vous pouvez utiliser, si vous les connaissez, des outils qu'on utilise en méthode de résolution de problèmes. On peut faire des diagrammes. Donc, pour ceux qui connaissent, vous avez le diagramme d'Ishikawa, qui est un schéma qui est en arête de poisson et qui présente bien toutes les causes d'un problème avec leurs conséquences. On peut aussi utiliser, vous avez dû le voir dans une autre UE, on peut utiliser donc un diagramme de Pareto, dans lequel on voit que 20% donc des causes produisent 20% des effets et vice-versa. On peut aussi utiliser les tableaux multicritères. On peut aussi utiliser des tableaux avantages-inconvénients. Vous voyez, c'est bien aussi de pas rédiger de façon systématique et d'utiliser des outils classiques de résolution de problèmes.
Alors, j'ai analysé l'existant, et puis, et c'est la partie qui intéresse le plus donc le chef d'entreprise, c'est les solutions possibles, et puis la solution que vous avez choisie. Donc, les solutions préconisées. Donc, on peut faire un tableau avec l'énumération des différentes solutions, avec la liste des avantages et la liste des inconvénients pour chacune d'entre elles, et puis surtout les conséquences pour l'entreprise. Et puis, on peut aussi, après il faudra, faire un zoom tout spécial sur la solution préconisée. Alors, quelle solution préconise-t-on? Eh bien là, on va suivre la méthode de Faré. Donc, on va, parmi toutes ces solutions, on va regarder celles qui sont faisables. Donc faisables en termes de budget, en termes de technique, celles qui sont acceptables, donc acceptables, c'est-à-dire vis-à-vis donc de la politique générale de l'entreprise, vis-à-vis de la culture de l'entreprise, vis-à-vis donc de l'état d'esprit du personnel. Bien sûr, pour un chef d'entreprise, il y a l'aspect rentabilité qui est à mettre en exergue, et puis après, l'efficacité de votre solution. Donc, quand vous avez différentes solutions, eh bien, vous allez choisir celle qui est faisable, celle qui est acceptable, celle qui est rentable et celle qui est efficace. Voilà, donc j'ai défini les 3 parties principales donc, de mon rapport. 1, je décris la situation actuelle. 2, j'analyse l'existant. 3, je présente les solutions préconisées et surtout, je développe ma solution. Bien entendu, votre rapport comprendra donc une conclusion. Donc, dans la conclusion, on termine, en tout cas, moi j'aime bien que l'on termine avec un plan d'action. Le plan d'action, on en a déjà parlé dans les autres supports de communication écrite. Le plan d'action, c'est jamais quoi? C'est qui doit faire, si votre solution convient au chef d'entreprise, voilà ce qu'il faudra faire. Donc, voici les personnes qui pourraient être chargées donc de la réalisation. Voici les délais qu'il nous faudra respecter. Voilà la durée globale donc de notre projet. Et donc, il nous faut répondre aux questions quoi, qui et quand, éventuellement, sur le comment. D'accord ? Donc, c'est bien de terminer la présentation de son rapport par un plan d'action. On peut aussi terminer si l'étude est n'est pas tout à fait terminée. En fait, si il y a encore des aspects à mieux approfondir, on peut terminer sur quelque chose d'un petit peu plus général. On peut terminer sur les différents axes de réflexion. Donc, soit je propose quelque chose de très précis, soit je dis avant d'aller plus loin, il va falloir faire ceci, ceci et cela. Voilà pour le contenu donc de mon rapport. Nous allons maintenant passer aux différentes règles de rédaction. Alors, les règles de rédaction, on va bien sûr utiliser tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes concernant les caractéristiques de la communication écrite. Alors, dans ce rapport, je vais utiliser un style prudent. Nous avons vu tout à l'heure qu'un rapport, c'est un document qui est destiné au chef d'entreprise pour l'aider à prendre une décision. Donc, il faut rester à sa place. Donc, on ne va jamais dire au chef d'entreprise, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Non, il faut conseiller. Il faut faire preuve un petit peu de doigté. Donc, je propose, je suggère, voyez, je vous ai donné comme exemple la phrase suivante, parmi toutes les solutions possibles, la mieux adaptée à nos besoins concerne, voyez, c'est pas dit je veux, il faut, c'est je vous conseille, je vous propose, il semblerait. Donc, il est conseillé, il est souhaitable. On utilisera le plus possible la forme impersonnelle, mais donc on évitera le je, le nous, le on. Alors déjà le on, je vous ai expliqué que c'est trop indéfini, on laisse tomber. Il reste le je et il reste le nous. Le je ne peux pas trop insister sur le je, parce que mon objectif, il est de laisser le décideur prendre ses responsabilités. Donc j'évite le je. De même, le nous sous-entend moi, mes collègues et vous. Donc, restez à votre place. Vous êtes un salarié, vous restez très neutre.
Ensuite, vous pourrez rajouter donc dans votre document des annexes. Alors les annexes, eh bien, l'habitude veut que on les met à la fin de son rapport. Pourquoi? Parce que bien souvent, elles alourdissent le contenu de votre rapport. Donc on les met à la fin. Toutefois, il va falloir en parler à l'intérieur de votre rapport, d'accord? Par exemple, si vous faites un graphique qui montre l'évolution d'un phénomène, par exemple, dans le temps, il est bien de dire dans le rapport, comme vous pourrez le constater sur le graphique cité en annexe 1, l'augmentation, je vois, des impayés est relativement importante. Vous voyez, on cite l'annexe dans le corps même donc de ce rapport. Hein. Donc c'est vrai que mettre un graphique ou un tableau important dans un rapport, parfois c'est un petit peu lourd. Hein. Donc on le met en annexe. Donc le chef d'entreprise, il jettera un œil s'il le juge nécessaire. Mais par contre, ce qu'il faut absolument, c'est en parler dans le rapport. Pourquoi? Parce que si vous fournissez le document en annexe, c'est que vous jugez qu'il est important. Donc il faut en parler dans le corps même de votre document.